Bonjour, c'est Jal et bienvenue sur la chaîne, et aujourd'hui nous allons donc voir comment choisir son processeur par rapport à son utilisation. Alors on avait fait une dernière vidéo alors je trouve qu'elle a plus ou moins bien marché quand même, parce qu'on est quand même à 490 vues pour 9 jours de publication. Pour l'instant c'est l'une des premières vidéos qui marche le plus sur la chaîne. Bon, certains vont dire c'est vraiment pas beaucoup de vues, mais pour une chaîne qui vient de démarrer en moins de 3 semaines sans trop vraiment de faire publicité, c'est vraiment le flux qui draine les gens. On a quand même déjà 23 abonnés, c'est déjà un bon début. Sur 3 semaines, je trouve ça c'est bien, et tout doucement ça va monter, hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la chaîne. Il faut bien entendu le but qu'elle se développe, parce que j'ai pas mal de projets pour cette chaîne. Bref, on avait vu donc dans ces vidéos comment choisir une carte mère par rapport à un processeur qu'on avait choisi. Du genre, je prends mon i7 12700K, je ne peux pas prendre une B550 comme carte mère. Pourquoi? Parce que elle n'est pas compatible. Pourquoi? Par rapport aux sockets, parce qu'il y a des sockets pour AMD et Intel. Alors, tout ça, c'est dans la vidéo. Je vous explique comment on fait pour sélectionner. Il y a quelques petits détails, des choses comme ça. Mais la toute première vidéo par rapport à celle-ci, c'est déjà comment choisir son processeur. Parce que c'est bien de dire, je vais choisir la carte mère sur ce processeur, mais si on ne sait déjà pas quel processeur prendre, cette vidéo n'avançait pas à grand-chose. Donc, je fais bien sûr cette vidéo maintenant, comment choisir son processeur par rapport à son utilisation. Alors bien entendu, la vidéo actuellement, elle tourne quand même à pas loin de 500, 490 vues, on va arriver pas loin des 500. Alors j'ai eu un commentaire, mais je l'ai supprimé, tout simplement, hein, je me cache pas, je peux supprimer les commentaires qui me dérangent, hein, c'est le mot qui convient, et que je trouve pas du tout constructif. On part sur un principe où ça doit être constructif, les personnes qui viennent pour détruire le travail des autres, passez votre chemin. Donc j'ai eu un commentaire d'un fameux Altrad. Donc je l'ai supprimé et j'ai dit mince, j'aurais dû le laisser pour que les gens le voyaient. Mais en deux mots, il disait alors déjà, pas de bonjour, pas de bonsoir, ça c'est direct. Vidéo trop longue pour le peu que ça renseigne. En deux mots, c'est ce qu'il disait. Alors, mon ami Altrad, hein, si je peux dire mon ami Altrad, sache une chose, c'est que on fait des vidéos déjà par passion, et on explique aux gens qui ne savent pas. Là, moi, je pars sur un principe où les personnes auxquelles je fais des vidéos ne connaissent pas le hardware. Je parle, façon de parler, d'une personne qui tire la prise de l'ordinateur pour l'arrêter, par exemple. Cette personne ne sait pas qu'il faut aller sur démarrer et cliquer sur arrêter pour arrêter son ordinateur. Parce qu'elle ne va pas comprendre que l'ordinateur doit s'arrêter, Windows doit arrêter tous les protocoles avant de s'arrêter pour éviter d'endommager les SSD ou les disques durs. Tu vois, tout ça, ce sont des choses que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Et donc, il faut imaginer que ces personnes, pour eux, un ordinateur, c'est une grosse boîte métallique où il faut juste appuyer sur le bouton de l'écran, le bouton de l'ordinateur, et après tu bouges la souris. Ils savent déjà même pas eux-mêmes lancer un traitement de texte. Alors, effectivement, ces personnes-là, quand tu leur montres une vidéo de ce style où tu leur expliques, ben voilà, tu as une carte mère, tu as un processeur, comment on choisit, quelle RAM on choisit, enfin bon, tu rentres dans le détail pour expliquer comment ça fonctionne, ces personnes sont tout oui. Alors bien entendu, pour quelqu'un comme j'imagine pour toi qui doit connaître comment fonctionne un PC, j'imagine que c'est barbaratif pour toi, mais alors après, si tu as un level supérieur à certaines personnes qui viennent voir ces vidéos, je t'invite à aller voir les vidéos des autres youtubeurs qui eux sont beaucoup plus spécialistes, hein, du style Guillaume, Gypsio ou Pax, qui eux sont des youtubeurs lancés, ils ont des partenariats, ils ont les moyens, parce qu'ils vivent de leur passion, donc leur chaîne et de partenariat, ils ont même des marques qui leur envoient du matériel qu'ils peuvent tester et donc te faire une vidéo où eux, on va dire aussi, ils ont l'habitude, parce que ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Moi, pour ma part, ça fait à peine 3 semaines, un mois, et je n'ai pas de partenariat et je n'ai pas le matériel. Et sache que tout ce que j'ai actuellement, c'est moi qui me l'ai payé avec mon propre salaire. Donc, il faut comprendre que je ne peux pas aujourd'hui t'acheter une carte mère NSXT et te la montrer en live et te dire, tu vois, elle marche très bien. Parce que, ben voilà, hein, c'est de l'argent, de matériel. On ne te donne pas du matériel comme ça. C'est pas tac tac, je vais chez Asus, tiens, donne-moi ta dernière carte mère, je vais faire une vidéo sur YouTube. Ça ne marche pas comme ça. Il faut un certain nombre d'abonnés, il faut un certain nombre d'années, il faut des garanties. Enfin bon, bref, pour l'instant, vous avez compris que je ne les ai pas. Et donc,
effectivement, pour toi, les vidéos, là, pour l'instant, c'est beaucoup d'explications, plusieurs tutos. Et là, effectivement, tu vas me dire, oui, bah, c'est des vidéos trop longues pour le peu qu'on informe, parce que tu t'y connais, mais crois-moi qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Prends une personne de ton entourage qui ne sait pas du tout ce que c'est un ordinateur, montre-lui la vidéo comment on choisit une carte mère, et tu seras ravi que cette personne va te faire un cours en t'expliquant comment ça marche. Et donc là, tu vas dire, ah ouais, franchement, au point que tu regardes un tuto et puis tu m'expliques comment ça marche, c'est vraiment, tu n'y connaissais rien. Il y a des gens qui ne connaissent rien. Pour ma part, dans le début, quand j'ai eu par nécessité l'obligation de faire mon PC, bah, j'ai fait comme tout le monde, je suis venu voir ce genre de vidéo que je suis en train de faire actuellement, et il manquait des informations que je ne trouvais pas. J'ai dû faire 7, 8, 10, 15 vidéos, acheter de la presse spécialisée pour arriver à ce niveau où actuellement j'ai décidé de faire ma propre chaîne. Alors j'imagine que ça doit te déranger peut-être parce que tu as des grosses compétences, certainement, mais à ce moment-là, comme je dis, tu n'as rien à faire sur cette chaîne, tout simplement. Donc tu peux passer sur d'autres chaînes où eux rentrent plus en détail, parce que si je commence à te parler de TDP, de puissance de calcul, de bottleneck, là, je vais vite te perdre, parce que crois-moi qu'il y a beaucoup de termes techniques que tu dois certainement pas maîtriser, et là, on n'est pas sur la bonne chaîne, parce que là, on est vraiment pour les personnes débutantes, où je leur explique. Peut-être après, dans le futur, je ferai une deuxième chaîne, où là, je rentrerai dans le plus gros du détail, mais pas pour l'instant. Bon, après avoir passé ce petit coup de gueule, comme on dit, on va donc passer sur mon PC. Alors, mon PC, et je vais vous montrer ici, tac, le gestionnaire des tâches. Alors, c'est un outil magnifique, tout le monde connaît le gestionnaire des tâches, mais on ne sait pas s'en servir. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment on fait pour un gestionnaire des tâches, vous allez dans Windows 12 dans Démarrer, vous tapez ici gestionnaire des tâches, vous cliquez dessus, vous avez cette page, et là, vous voyez beaucoup d'informations qui sont actuellement toutes les applications. Actuellement, les applications ouvertes. Donc là, j'ai l'explorateur Windows, ici, qui est ouvert. Donc c'est le dossier. J'ai le gestionnaire des tâches. J'ai Google Chrome avec les pages qui sont ouvertes. Il parle de ces pages ici. J'ai bien sûr mon logiciel d'éditeur vidéo qui est ouvert actuellement. Donc il est en stand-by. Vous voyez. Donc là, il y a un montage vidéo d'une vidéo que j'ai fait sur le let's play de Dragon Quest 4. Donc tout le montage, il est là, il est brut, il est lourd. Et on va convertir tout ça en format YouTube, donc MP4, qui est ici. Et je vais vous montrer après comment fonctionne le processeur. Si on regarde plus en détail en haut, on voit donc ici processeur, mémoire, on a le pourcentage d'utilisation de ces différents éléments, réseau, donc l'internet, les disques. Donc on voit à peu près, là on a la somme totale de toutes les explications qu'ils utilisent, la puissance, donc là du processeur actuellement il tourne à 6%. Bon, un processeur tourne toujours entre 3 et 5 et 6% au repos, c'est normal, sinon il ne fonctionnerait pas. Ici, il y a un petit niveau de performance où là, ça parle mieux. Quand on sélectionne le processeur, on a vraiment ce graphique. Et on voit comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, vous voyez bien, j'ai bien un Intel i7 12700F. Donc le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique, pour ceux qui veulent savoir. Ça veut dire que là, si je mets le processeur sur une carte mère et je ne mets pas de carte graphique, tout ce qui s'affiche à l'écran, il n'y en aurait pas. On n'aurait pas d'affichage graphique à l'écran. Il faut obligatoirement une carte graphique pour afficher ce que le processeur l'affiche. Alors pourquoi un F? Et il y a aussi des processeurs où c'est écrit KF et K. KF, ça veut dire qu'il n'est pas overclockable, mais on a une partie graphique. Et K, ça veut dire qu'il est overclockable et on a une partie graphique. Ça veut dire que ces deux processeurs-là, on peut les mettre sur une carte mère sans carte graphique et ça fonctionne, on aurait un affichage. Attention, ce n'est pas assez puissant pour mettre en route un jeu vidéo. Sinon, on ne vendrait plus de cartes graphiques, on mettrait directement des processeurs avec des parties graphiques. Alors je sais qu'il y a certains processeurs qui arrivent quand même à se défendre pour certains jeux, on arrive à jouer, mais on est encore un peu au bac du ciment, on n'arrive pas encore pour l'instant à faire tourner un processeur et faire tourner Battlefield par exemple à 120 images par seconde. Pour le moment, c'est pas encore ça, quoi. Voilà. Donc on a toujours besoin pour l'instant de cartes graphiques. On peut voir donc ici la mémoire RAM. Donc là, mémoire RAM, on voit bien qu'il y a 32 Go, mais bon, il y a toujours une petite perte. Donc vous voyez, on a arrêté 31,8. On connaît la fréquence, 5600 MHz. Alors, je vous confirme que je suis sur de la DDR5. Donc là, il y a emplacements 2 et 4 qui sont actuellement utilisés. Et les deux emplacements sont vides. On a les informations de la RAM.
Et donc, bon, bah, c'est de la Corsair Dominator, on n'a pas l'information. Tout ce qu'on a comme information, c'est que bah, sur 32, actuellement, on consomme 10 gigas de mémoire et il en reste 21 de libre. Alors, généralement, la mémoire reste en place. Pourtant, j'ai désactivé alors j'ai activé plutôt le XMP, alors c'est pas vraiment le XMP, c'est un autre nom chez Intel, mais bon c'est un peu l'overclockable de la RAM automatique, c'est-à-dire que la RAM est d'office bridée peut-être, j'ai une bêtise, à 4800 MHz en DDR5, et le fait de la désactiver, ça permet de la monter jusqu'à 5600 MHz. Donc normalement, elle a le potentiel de monter jusqu'à cette puissance. Chose que vous allez voir, elle ne monte jamais, elle reste stable parce que la RAM est beaucoup plus puissante que je pense par rapport au processeur et donc 30% suffit largement pour faire tous les calculs. Bon là on a le disque dur, donc le disque dur de 8 Tera que je dispose, donc 7,3 bien entendu, il y a toujours une perte. Donc c'est un Iron Wolf de la Marciguette comme processeur. Là j'ai un SSD, alors là c'est le Penny, donc c'est un SSD d'un Tera normal basique en SATA. Là, ici, j'ai le deuxième SSD. Le C3030, c'est un NVE. Là, il y a deux SSD d'un Tera. Voilà. Et là, j'ai le NVE qui est ici. Et là, j'ai un USB, donc un SSD d'un Tera par USB qui se branche dessus. Bon, j'ai encore un autre SSD, mais je ne l'ai pas branché, mais d'un Tera aussi, de 2 Tera de Toshiba, mais c'est encore un USB. Donc ça, ce sont des disques portables hein, que je travaille avec, que je peux partir avec. Ça, c'est quand je dois télécharger des documents et m'en aller en dépannage. J'utilise ces SSD de voyage. Ici, on a notre connexion Internet, hein, donc les débits, ça monte, ça descend. Donc là, effectivement, comme j'ai une page en Internet ouverte et que j'ai la YouTube qui fonctionne, on voit les débits Internet. Ça permet de savoir si notre débit il est constant ou pas. Et ensuite, ici, on a la carte graphique qui travaille. Donc là, on est bien sur une Nvidia GTX 3070 Ti. Et bon, bah, on voit, c'est une 8 Go et on voit qu'elle est à 53 degrés de température et elle est à peine à 28-30% de son utilisation de sa puissance. Voilà. Alors déjà ça vous permet déjà de voir déjà comment réagit votre processeur. Déjà, si vous avez un ordinateur, vous ne savez pas si tout va bien, vous lancez Windows et puis vous ouvrez le gestionnaire des tâches et vous voyez ici plein de choses qui s'activent et que vous voyez que ça pompe 60% de votre processeur, déjà c'est qu'il y a un problème. Parce que si vous avez encore rien lancé comme logiciel et vous avez ici tout, vous voyez, j'ai plein de logiciels en arrière-plan qui sont en stand-by, mais vous voyez comme là Logitech Hub qui règle la mollet de la souris, bon bah quand il y a une activation, il s'active, il est en arrière de tâche, pour l'instant il consomme 0%, mais il est susceptible de commencer, vous voyez. Là aussi, il y a les. Bah encore, c'est toujours du LG hein, par rapport au matériel que j'utilise. Donc le clavier, la souris, le casque, hein, c'est du LG que j'ai. Vous voyez, bon, puis le Nvidia, hein, donc actuellement, Nvidia, j'enregistre actuellement avec. Malgré tout l'enregistrement, vous voyez, Nvidia, il consomme presque pas grand-chose. Hein, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. La capture d'écran, elle se fait vraiment par la carte graphique et on ne le voit même pas dans l'application du processeur. Donc là, actuellement, je peux vous dire que j'ai la capture d'écran. Donc je vais vous montrer en appuyant sur ATL, G et Z. On voit bien que j'ai l'enregistrement qui est bien activé. Donc là, on est bien en enregistrement. Et pourtant, le processeur, lui, il ne voit pas Nvidia qui enregistre. Parce que c'est directement la carte mère, la carte graphique, qui enregistre directement sur le SSD. Et donc, c'est bien le SSD actuellement de 8 Tera qui fonctionne. Parce que c'est dessus que j'enregistre. Voilà. Alors, certains me diront, oui, on n'enregistre pas sur un disque dur, c'est mieux un EVE. Mais moi, j'enregistre directement sur le disque dur. Parce que j'utilise mon NVE et mes autres SSD pour à la fois Windows et à la fois pour les logiciels de montage et à la fois aussi pour les logiciels de jeux vidéo comme Steam, tout ça. Et donc, quand vous faites des vidéos d'une heure et demie, 2 heures ou 3 heures de rush, après quand vous coupez, que ça fait des vidéos d'une heure, mais il faut, ça pompe vraiment de la mémoire. Un Tera, ça va très vite à remplir, hein, façon de parler si vous avez 5-6 vidéos. Donc, je préfère passer par un disque dur. Les disques durs pour le vidéo sont largement fonctionnels. Ils le permettent. Peut-être les anciens disques durs, ils ne pouvaient pas. Mais là, un disque dur de 8 Tera en Iron Wolf, je vous confirme que ça fonctionne bien. J'ai pas de problème sur mes captures d'écran par rapport à Windows.
Alors, je viens maintenant sur mon PC. Comment je suis arrivé à un i7 12700K? Alors déjà, il faut savoir que théoriquement, si vous faites un nouveau PC aujourd'hui, l'idéal c'est de prendre la dernière plateforme. Donc là aujourd'hui on est sur la 14e génération chez Intel. On va donc prendre une carte mère qui peut prendre les 14e processeurs. Après je comprends certains qui vont dire bah non mais moi je vais me rabattre sur un 13e parce que bah, c'est moins cher. Effectivement, généralement on prend une génération inférieure pour une question de tarif. Parce que si on prend le dernier processeur, le 14 1500, il vaut peut-être 300-350 euros. Et puis le 10e génération, bah, lui, il vaut peut-être 220-230 euros. Donc au final, on se dit, attends, j'ai économisé 130 euros pour ce que je vais faire, jouer aux jeux vidéo, c'est suffisant, par exemple. Ça peut être une stratégie commerciale, enfin, de budget. Moi, je vais partir sur mon aspect semi-professionnel. Il faut dire la vérité, c'est que quand j'ai décidé de faire mon PC, j'ai dit bon, je vais faire une chaîne YouTube, je vais développer un jeu vidéo, je vais faire donc des montages vidéo, je vais faire des let's play aussi, je vais donc faire une chaîne en hardware en expliquant. Et donc, il a fallu savoir quel matériel j'allais utiliser, quel logiciel j'ai utilisé. Alors au début, je développais un jeu vidéo. Au début, je suis parti sur le développement d'un jeu vidéo. Et donc, j'utilisais ce logiciel Blender. Alors Blender, c'est quoi? C'est un logiciel qui vous permet de matérialiser du contenu, hein, parce que dans un jeu vidéo tel comme là, dans un jeu vidéo tel comme Dragon Quest, il faut imaginer que le logiciel c'est un peu l'espace-temps et tous les éléments que vous importez, la pierre, la planche, le personnage, tout ça, ça a été dessiné sur un logiciel du style Blender. Donc là, vous dessinez le personnage dedans, vous le modélisez, et ensuite, vous téléchargez ce personnage et vous venez le mettre dans le logiciel de montage de jeux vidéo. Le montage de jeux vidéo, lui, c'est un peu comme votre processeur où il va interagir avec les différents éléments pour leur rendre vie et donc voir comme les jeux vidéo, les choses comme ça. On a les personnages comme là, on voit les effets de cinématiques de flammes et de feu et d'incendie, tout ça, c'est généré par Blender, enfin c'est matérialisé par Blender, mais c'est généré par le logiciel Unity, par exemple. Alors il y a d'autres logiciels, hein, Unreal Engine aussi, mais ça, c'est comme tout, hein, c'est comme Nvidia et Intel, ce sont des concurrents. Alors déjà Blender, je reviens dessus parce que j'ai dû l'utiliser pour moi de créer dans le cours que je faisais. Alors quand je dis le cours que je suivais hein, en tant qu'apprenti créateur de jeux vidéo. Donc j'ai juste fait le cours pour l'instant, hein, j'ai pas encore vraiment développé de jeux vidéo. Je vais seulement faire mon petit jeu vidéo en 2D comme j'avais imaginé. Donc ça va être un jeu en 2D comme Mario des années 80, un jeu de plateforme. Qu'il sera disponible sur Android. Quand je le ferai bien sûr une vidéo au fur et à mesure comment je le développe et quand il sera disponible. Et ça me permettra de soutenir financièrement la chaîne aussi. Ça sera un moyen de soutenir la chaîne. Sauf que donc dans ce tuto, on devait dessiner une bouteille de Coca-Cola. Alors je vais vous montrer ça. Donc nous voilà un peu ce que c'était un peu le rendu, hein, donc Blender. Donc vous voyez, bon, donc là je suis sur un blog, hein, Blender 4D, hein, vous voyez. Donc il met des vidéos, hein, je vous invite à aller voir les vidéos, il vous montre un peu comment ça fonctionne, comment on fait, hein, ça peut être intéressant, comme ça ça vous permettra de voir la somme de travail. Qu'est-ce que ce sera pour juste une bouteille de Coca-Cola dans un jeu vidéo. Et après, quand vous aurez vu cette vidéo, vous imaginerez qu'il y a une voiture qui prend feu, vous imaginez une vitre qui vole en éclats quand on lui tire une balle dedans. Imaginez rien que la pluie, les gouttes d'eau qui reflètent sur le sol, quand vous marchez sur un objet qui roule, par exemple. Déjà, quand vous voyez tout, rien qu'une bouteille de Coca-Cola qui sert juste de décor, quelle est la somme de travail qu'il faut fournir, vous imaginez que rien que pour une scène de jeu vidéo, vous vous rendez compte que ça compte énormément d'heures de travail. Alors nous, dans cette... donc pour moi, je reviens sur mes cours que je faisais, je devais donc matérialiser cette bouteille, comme là vous la voyez. Donc vous voyez, vous mettez plusieurs points et vous matérialisez votre bouteille. Et à la fin, eh bien, vous avez une magnifique bouteille. Donc je vous montre là, bien entendu, à quoi ça ressemble. Vous voyez, hein, c'est vraiment 3D. Après dessus, on vient lui rajouter les textures. Et c'est la bouteille telle comme vous la voyez dans le jeu. Hein. Là, c'est pas une photo qui a été faite. C'est vraiment le logiciel, le style Blender, qui l'a matérialisé. Alors, on a bien sûr des personnes hein, qui vous matérialisent ce type de produit et qui vous vendent le fichier, hein, vous voyez, en FBX, en Blender, en Blade, vous voyez, donc les différents types de logiciels.
Et là, ben, la personne a fait son montage et vous le vend pour 59 $. Donc si moi, je suis créateur de jeux vidéo et je veux prendre cette bouteille et la mettre dans mon jeu vidéo, il faut que je débourse 59 $ pour l'avoir. Et il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein d'objets que vous pouvez acheter, acheter et acheter, et vous vous rendez compte qu'un jeu vidéo peut coûter très très cher à fabriquer, bon, surtout quand on passe par des freelances comme ça. Donc on n'a pas le choix de faire le système débrouille et d'apprendre soi-même quand on veut bien sûr développer son jeu vidéo, parce que c'est le fait de faire soi-même, ça coûte moins cher. Alors vite fait, hein, je vous montre vite fait ce qu'on peut avoir comme style d'objet, hein. Vous pouvez avoir un tank, vous voyez, ça coûte 10 $. Vous avez un véhicule cartoon. Là, demain, je peux faire un jeu vidéo et dire, bah tiens, j'ai besoin de la voiture. Il y a des choses aussi, alors si je me trompe pas, ça doit être gratuit, mais peut-être pas sur ce site, hein, mais vous voyez, vous pouvez venir sélectionner des personnages, un canard en plastique, pourquoi pas. Là, vous pouvez prendre l'ouvrier, vous voyez, vous pourrez prendre l'ouvrier et puis vous pouvez le mettre dans un jeu vidéo si vous avez besoin d'un ouvrier, d'un ours, par exemple. Voilà, vous avez besoin d'un ours pour le mettre dans un de vos jeux pour que ce soit réaliste. Voilà, bah, il y a quelqu'un qui a modélisé un ours. Bon, on peut tout modéliser grâce à Blender, hein. Comme je vous dis, il y a les meubles aussi, hein. Ça peut être une chaise. Là, vous voyez, un salon pour 9 $. On a un salon complet, voilà. Puis après, moi, en plein milieu, je peux vous mettre ici une tache de sang. Je peux vous mettre du carrelage Leroy Merlin, hein. Tout simplement en allant sur Leroy Merlin et puis je prends la photo de Leroy Merlin du sol, du parquet de votre salon et je la copie là et vous avez le parquet du salon et je vous mets la table et tout pour 9 $. Et ça va me prendre 10 minutes à le faire, hein. Juste mettre ici la carte bleue, j'ai ça. Ou sinon, bah, comme tout le monde, je vais sur Blender. Et là, si je vais sur Blender, je mets peut-être 2 jours à fabriquer ce salon. Donc, on arrive dessus où j'avais besoin de ce logiciel pour développer mon jeu. Enfin, surtout pour développer mes connaissances. Et donc, ce logiciel, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, comme tout le monde, j'arrive, je regarde le logiciel. Alors, sur le site internet officiel de Blender, c'est un peu évasif. Donc, je fais plusieurs logiciels, enfin plusieurs sites de recherche comme la Blender Masternote. Donc, c'est des personnes qui parlent. Et donc, quand j'arrive ici, il nous dit, bah voilà, tu as besoin d'un Intel 5 ou équivalent. Alors, Intel 5, ça veut rien dire. Parce que là, on parle de quelle génération? 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e. C'est un peu délicat. Alors, par déduction, il me parle ici d'une Nvidia, une GTX 660 ou équivalente. Alors, on pourrait dire, et Windows 7. Donc, on pourra dire qu'il est plutôt sur la 6e ou 7e génération de processeurs. Et il faut 8 Go de RAM, donc c'est de la DDR4 tout juste à ce moment-là, ou DDR3 ou DDR4. Bon, on peut dire que ces informations sont un peu anciennes, sachant que le titre ici dit 2024. Et mise à jour le 31 décembre 2023. Le logiciel d'aujourd'hui, il n'a pas forcément besoin de ça. Ça, c'est vraiment ancien. Donc déjà, il y a une petite contradiction. Mais déjà, il parle d'un i5 que c'était opérationnel à l'époque. Donc malgré tout que le processeur, enfin le logiciel est mis à jour tous les ans, ce qui veut dire que ça ne devrait pas changer, un i5 suffit. Donc on devrait avoir l'équivalent d'un i5. Alors on va quand même descendre plus bas. Là, il commence à parler du processeur qui joue donc le système du cerveau, comme dans tout système informatique, c'est lui qui fait tous les calculs. Et donc il faut trouver donc un bon équilibre entre la carte graphique et le processeur. Donc GPU c'est graphique, CPU c'est computer. Donc c'est le processeur, G c'est pour le graphisme. Donc il faut trouver la bonne carte mère, la bonne carte graphique qui va avec le processeur. On revient dessus, il faut un i7, i9 peut-être pour une RTX 3070 Ti. Mais peut-être un i5 suffit pour une 3090 Ti. J'entends tout de suite les gens dire c'est pas vrai, il faut mettre un i9. Eh bien non, allez voir d'autres youtubeurs, ils vous le diront. Pour la 4K à 60 images par seconde, c'est ce que peut délivrer votre 3090 Ti. Un i5 fera amplement l'affaire. Ça s'appelle le bottleneck. Et donc, j'invite à ces personnes d'aller voir Pax et Gypsio. Ils vont vous expliquer qu'est-ce que c'est le bottleneck et ils vont vous confirmer que une i5 ça fonctionne parce que eux, ils ont fait les essais avec le matériel et vous pouvez leur faire confiance de ce côté-là. On revient dessus, donc surtout la mémoire RAM parce que Blender a besoin d'énormément de mémoire RAM. Alors bien entendu, 8 c'est le minimum, 16 c'est un minimum syndical pour travailler, c'est ce qu'on dit. Mais si vous avez 128 Go de RAM, c'est mieux.
Ah, c'est sûr et certain. Sauf 128 Go de RAM, il faut encore les avoir financièrement. Généralement, quand on est à 16, voire 32, moi personnellement, je vous conseillerais 32. Parce que moi j'étais à 16, il y avait un petit peu du temps d'attente. Quand je matérialisais l'objet, il fallait que j'attende 10 minutes. Bon, quand je dis je le faisais par passion et pas vraiment par obligation financière, donc automatiquement, j'étais pas à 10 minutes près. Mais si je devais faire un rendu de travail très rapide pour pouvoir générer des revenus dans le futur, il aurait fallu que je m'équipe et donc avoir davantage de RAM. Mais en tout cas, 16 Go, ça fonctionne. Et là, on arrive plus bas. Et c'est là que je vous dis, il faut aller à la pêche aux informations pour vos logiciels. Et là, on arrive sur ce tableau. Donc, je pense qu'il a mis à jour le 21, il a dû mettre à jour ce fameux tableau. Et là, ce tableau vous dit beaucoup plus d'informations. Et là, rien que par déduction, vous allez comprendre qu'il fallait prendre un i5 14000. Parce que là, si on regarde bien, il parle des cartes graphiques. Il parle en secondes. 229 secondes pour la même tâche. Certains vont dire oui, mais c'est pas représentatif. Si je devais matérialiser, je dis une bêtise, ici, une bouteille de Coca-Cola, peut-être ça mettrait 3 secondes ici, mais donc du coup, ici, ça mettrait 5 secondes. Vous voyez, vous avez toujours le même delta. Donc on va rester basé sur ce delta-là, on va voir la différence. Et donc là, on a compris que moi, la 3070 Ti qui se situe ici, 8 Go, elle met 29 secondes pour me faire ma bouteille de Coca-Cola, par exemple. Et si j'avais pris de 4090 en 24 Go, elle aurait mis 17 secondes. Et j'aurais donc gagné 12 secondes pour matérialiser ma bouteille de coca. Alors, pour un designer où c'est son métier qui fait ça tous les shows, effectivement, il a intérêt à prendre sa 4090 Ti parce que 12 secondes, c'est énorme. Et là, on parle que d'une bouteille de coca. Peut-être, si je génère toute une scène complète, là, il me faut 10 minutes, que lui, il aurait fallu 3 minutes avec sa 4090 Ti. Mais lui, c'est son travail. Il est comme la personne là qui modélise le salon et qui le vend 9 euros, par exemple. Et il va peut-être vendre 300-400 salons à des développeurs indépendants qui, quand vous vendez 300-400 fois 9 dollars, vous récupérez 1800 dollars. Sa journée, elle est payée, il peut se payer sa 3090 Ti ou sa 4090 Ti. Chose que moi, je n'en fais pas mon commerce. Moi, je le fais que par passion. Et je joue avec ma carte graphique et je joue, je fais ma chaîne YouTube. Donc moi, je suis resté dans les tarifs haut de gamme plus ou moins, enfin matériel plus ou moins haut de gamme pour les gamers, on va dire de base ou semi-professionnels, on peut dire ça. C'est quand même une carte graphique que j'ai payé quand même 900 euros à l'époque. Donc c'est quand même un budget. Je suis quand même content de voir qu'elle est quand même dans le bon top. Hein. Je suis ici à 29 secondes. Vous voyez, donc pour moi, 10 secondes à peine de différence, enfin 12 secondes de différence pour passer 1000 euros de différence. Pour moi, je ne justifie pas ces 1000 euros. Donc pour moi, je suis bien. 3070 Ti, c'est bon. Mais si j'aurais pris une 3060 Ti, vous voyez, ça joue à 4 secondes. Donc, est-ce que je peux faire des montages vidéo et des montages de jeux vidéo, hein, créer des jeux vidéo avec une 3060 Ti? Oui, vous pouvez, ça vaut 450 euros. Vous pouvez vous lancer dans le hardware avec 450. C'est juste que si vous devez créer une scène, vous mettez 33 secondes, quand lui mettra 2 fois moins de temps, il va 2 fois plus vite avec sa 4090 Ti. Et je reviens toujours dessus. Lui, c'est son travail, lui, il peut se le permettre. Vous, c'est par passion ou par découverte. Mettre 2000 euros dans une carte graphique, on va me mettre plutôt 500 euros, on commence par un début. Après, on upgrade. Donc là, maintenant, si je reviens sur la sélection du processeur, si je prends une 3060 Ti, je prends un i5 minimum 12e, 13e, voire 14e génération. Et donc, si la carte vidéo ici a changé, donc le processeur va changer. Et obligatoirement, on sait qu'il faut minimum 16 Go de RAM pour jouer. L'idéal, on dit, c'est mieux d'avoir 32. 32 pour jouer et pour l'applicatif. Donc automatiquement, je vous dirais, il faut 32 Go de RAM. C'est pour ça que actuellement, je suis sur 32, tout simplement. Après, on vous dit bien, vous pouvez prendre un maximum. Si vous prenez 128 Go de RAM, tant mieux, hein, ça va aller plus vite en calcul. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir une grosse somme dans la RAM si vous vous faites juste par passion ou par découverte, vous n'êtes pas à 10 minutes près? C'est un peu le mot qui convient. Le but, c'est que ça fonctionne. Si là, je prendrais mon i7 2700K pour utiliser Blender, mon ancien PC que j'avais dans le temps, je peux vous dire que ça ne marcherait pas aujourd'hui parce que le logiciel a évolué, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il n'en serait pas. Il me dirait ton logiciel n'est pas compatible avec ton processeur, tout simplement. Alors, je reviens sur le i7 de 12700 que j'ai, hein, et là, je vais vous faire un comparatif entre le 12e génération, le i7,
et le i5. Alors, ce qui intéresse les gens, c'est le nombre de cœurs. 12 cœurs physiques, 8 cœurs, donc 8 cœurs core performance, 4 cœurs efficient et 20 trades. Alors, les trades, c'est quoi? Il faut imaginer que les cœurs, avant un cœur, alors comment ça fonctionne un cœur avec le train de données? C'est qu'il y a, comme imaginer, un bras qui va chercher une donnée, il ramène la donnée au cerveau, le cerveau analyse la donnée, il l'analyse, il donne ses indications, et après il y a un bras qui va rechercher une nouvelle donnée, et ainsi de suite. Voilà, c'est un moteur à deux temps, on peut dire, enfin à un temps plutôt, il n'y a qu'un bras. Les trades, c'est un moteur à 4 temps. Vous avez pratiquement 2 bras par cerveau. Donc ça veut dire que le temps qu'il y a une donnée qui arrive et qu'elle est analysée, l'autre bras est déjà parti chercher la deuxième donnée et elle est déjà en train de revenir avec sur le chemin. C'est pour vous schématiser. Hein. Et donc le temps qu'il traite la première donnée du premier bras, quand il a fini la donnée ses indications, eh bien, le deuxième bras est arrivé avec les nouvelles données. Tiens, vas-y, travaille. Et il n'a pas le temps de se reposer. Il lui débite le train de données. C'est un peu ça les trades, si on peut exprimer. Ce qui permet d'augmenter les fréquences grâce à ça et donc ses performances. En plus, entre-temps, on arrive sur la gravure. La gravure, on parle de quoi? On miniaturise de plus en plus les processeurs au niveau de la gravure. Les processeurs, certes, pour vous, ils ne changent pas, c'est toujours la même dimension, voire même ils ont un peu plus grossi, c'est une chose. Mais au niveau de la gravure, donc on est vraiment gravé le plus bas possible. Alors, on peut surtout voir ici la fréquence du processeur. Donc, fréquence basse des cœurs, c'est 2,10. Et il peut monter un maximum à 4,90. Voilà, donc on a compris que nous avons 12 cœurs, dont 8 cœurs performance et 4 cœurs efficients. Donc il considère que ça fait 12 cœurs, et on peut monter jusqu'à 4,90 en turbo. Et donc, on est en 12e génération, on va donc prendre un i5, 14e génération. Donc théoriquement, un i5, si on suit les idées reçues, un i5 c'est beaucoup moins performant qu'un i7. Eh bien, on va se détromper. Regardez. Et là, on arrive sur un i5 de 14e génération. Donc, là, on se rend compte qu'on a 14 cœurs et plus 12 cœurs. Donc, il y a 2 cœurs de plus. On a 6 cœurs de performance, 8 cœurs efficients. Là, ici, on avait 8 cœurs performance, 4 cœurs efficients. Donc, ils ont préféré mettre plus de cœurs efficients pour le multitâche. Et on a 20 trades ici. Comme là, 20 trades aussi. Mais là, on se rend compte que la fréquence, elle est à 5 MHz, que là, on était à 4,9. On a augmenté en fréquence. Et la fréquence basse est toujours la même. 1,90 et 2,6, compte ici. Ici, 1,60 et là, 2,10. Vous voyez? Alors, 2,10, là, 2,6. Donc, le processeur est équivalent, voire même supérieur, au i7 de 12e génération. Sauf que là, quand on regarde le prix, 232, 242, ici 350 euros. Voilà. Donc on arrive sur un point où mon i5 de 14e génération ici est 14 500, et j'ai pris le basique, 14 500 est équivalent à la même puissance que mon i7 de 12e génération. Donc là, si je devrais changer de processeur là en 14e génération, je devrais partir sur, on va dire, minimum un i5 pour avoir les mêmes performances. Alors, pour avoir les mêmes performances, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais imaginez que si je prends un i7, il sera encore plus performant que mon i7 que j'ai actuellement. Ce qui est logique, vu que c'est des nouveaux processeurs. Et donc, on arrive sur un point où, eh bien, finalement, le processeur i5 de 14e génération est plus puissant qu'un i7 de 12e. Alors, des moments, vous allez dire, je vais prendre un i7 parce que c'est mieux, mais finalement, le i5, c'est mieux. Là, vous voyez, la lithographie, donc c'est la gravure, la finesse de gravure, elle est de Intel 7. Et ici, ils ne le disent pas, la lithographie Intel 7. Donc, c'est la même lithographie. Donc, vous voyez, c'est la même lithographie. Là, on est par contre sur le processus Raptor Lake. Et là, on est sur l'Alder Lake. Donc, en réalité, c'est la façon comment ils ont gravé les processeurs à l'intérieur.
Ils ont modifié la façon comment ils allaient faire, la dimension des condensateurs à l'intérieur. Et donc, ils ont certainement gagné plus de place. Donc, du coup, ils ont pu rajouter davantage de composants à l'intérieur, dans le microprocesseur. Et à la fin, on est arrivé que, on arrive à grappiller des fréquences supplémentaires. Et ce qui permet de dire que la 14e génération en i5 est aussi performante qu'un i7. Donc, maintenant, la question, aujourd'hui, vous me dites, je vais prendre une carte mère, je vais prendre un Intel i7 12700K, c'est mieux que le i5 14000. La réponse, elle est non, ils sont identiques pratiquement. Sur le papier, ils sont identiques en tout cas. Maintenant, il faut voir les tests. Alors, ils vous le disent déjà à l'entrée aussi dans le titre, 25 MO de cache à 4,90 et là, 24 mots de cache à 5. Donc, inutile de vous dire, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Alors maintenant, j'arrive sur un autre logiciel, le logiciel de montage. Donc moi, j'utilise Shotcut. Alors Shotcut, c'est un logiciel gratuit qui permet de faire les montages vidéo. Et donc là, vraiment sur le site internet de Shotcut, ils vous disent, Windows 10, 11, 12, on peut l'utiliser bien sûr, je suis sur Windows 12. Ils vous disent, AMD, il est là, ils vous disent qu'il faut prendre 8 cœurs pour l'HD. Vous voyez, donc processeur Intel ou AMD, et il faut prendre soit 4 cœurs pour de la haute définition ou 8 cœurs pour la 4K. Moi, je dirais que c'est 8 cœurs pour l'HD et plus de cœurs encore pour la 4K. On va le voir après. Et la RAM, ils disent minimum 8 Go de RAM en moyenne pour la HD. Et ça, c'est à peu près vrai. On va le voir après, comme je vous dis, je vais vous montrer. Alors, il faut savoir que Shotcut, je m'en sers uniquement à faire les montages vidéo. Donc, je téléporte mes vidéos, mon, mon intro que vous voyez à chaque début de vidéo. Ensuite, il y a les vidéos que je tourne, comme celle-ci que vous avez vue, elle est partie sur ce banc-là. Ensuite, j'ai sélectionné ma vidéo. Voilà, à cet endroit-là, je veux couper, je coupe ici. Vous voyez, ça crée une imitation. Voilà, ici, je viens ici, je veux couper ici. Hop, je coupe là. Là, je viens là, je clique droit, je mets couper et ça supprime cette partie. Bon, je vais pas le faire pour pas foirer mon montage. Vous voyez, je peux revenir en arrière comme dans Word. On a des flèches et tout, c'est le même principe pour revenir en arrière. Mais bon, voilà, une fois que vous avez fait votre montage vidéo, il faut compiler tout ça. Et là, c'est pas le même code, parce que vous voyez, on a des codes différents, modes de capture, H264. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, tout le monde a l'impression qu'une vidéo, c'est une vidéo, mais c'est les vidéos, il y a multitude de capteurs. Vous voyez, comme là, il y a 25 images par seconde en 720p, là, il y a 29,97 images par seconde en 1080p. C'est un peu les différentes polices d'écriture dans Word. On a du Arial, on a du Times New Roman, on a plein de variétés et c'est compliqué de mettre un texte en Times New Roman et après un texte en Galitique. Non, et après on fait copier-coller, on prend tout et on met directement en haut une seule police et hop, on a un texte uniforme. C'est un peu la même chose avec les vidéos. On a les captures, ça s'enregistre d'une façon. On a l'intro a été faite sur un autre logiciel. Et donc, une fois qu'on récupère tout, on fait le montage vidéo brut. Et ensuite, on va lui demander de tout prendre ces vidéos et tout, et de nous les compiler en une seule unique vidéo en MP4 pour YouTube. YouTube qui est là, tac, et il va me mettre tout ça à jour. Le problème, c'est que le temps qu'il prend tout ça, qu'il compile, eh bien, ça fait beaucoup de calculs et on arrive sur la puissance de calcul. Donc là, actuellement, si je reviens sur mon analyse, lui, il me dit un i5 pour la modélisation. Ça tombe bien, j'ai un i7, je suis bon. Et ensuite, quand on va voir dans Shotcut, eux, ils me disent que 4 cœurs, c'est largement suffisant. Un i3 à 4 cœurs, donc ça aurait été même avec un i3. Et ils disent, mais tout au moins 8 Go de RAM. Donc, quand on va voir, moi, mon matériel, on se dit, le processeur, c'est bon, il a du tout ce qu'il faut en fréquence. Et en RAM, on a 32 Go de RAM et on a 5600 MHz. Et eux, ils nous disaient dans la fréquence qu'il fallait compter l'équivalent de 4000, 4000 je crois en DDR5 et 3600 en DDR4. C'est écrit à un endroit, je ne sais plus où j'ai vu. Voilà, donc là ici il disait qu'il fallait 8 Go de RAM, donc moi je vous dis que vous pourrez en voir un peu plus, on va le voir en image. Alors, je vais revenir sur mon gestionnaire des tâches maintenant, je vais vous montrer où j'en suis. Actuellement, mon processeur tourne à 4, 5, 6, 8%. Vous voyez, il ne fait pas de pic extraordinaire jusqu'à 100% parce que pour l'instant, il ne calcule pas. Donc là, il vit sa vie.
La meilleure vie d'un processeur, c'est de se la couler douce. La preuve, c'est ce qu'il nous dit. Moi, tout va bien. J'ai juste une page YouTube à afficher. J'ai 2 logiciels à la con qui sont ouverts, qui sont en stand-by. Personnellement, c'est les vacances. La mémoire, elle, est toujours consommée, toujours le solliciter, toujours à 10 Go de RAM. C'est comme ça pour le processeur. C'est constant. Si elle doit monter, théoriquement, elle doit monter jusqu'à 32, puisque c'est la capacité qu'elle a. Mais vous allez voir que à la vitesse qu'elle est réglée, elle va pas du tout monter, très peu en tout cas. Et bon, bah, les disques durs, pour l'instant, on ne les sollicite pas, donc ils ont vraiment rien. Donc là, maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est que j'ai donc les pages YouTube ouvertes. Voilà, j'ai les pages, différentes pages qui sont ouvertes. Donc déjà, théoriquement, on a déjà ici, si on regarde bien, les Google qui tourne à 0,3% de notre capacité de processeur. Vous voyez, hein, ça prend 0,3. Pas grand chose, c'est pratiquement dérisoire. Mais on n'a rien du tout pour Shotcut. Donc on va lancer la compilation. Donc je vais donc sur YouTube et je vais donc mettre exporter. Il va me dire est-ce que... Voilà, alors je vais faire un essai où là je vais mettre... Voilà, donc là je vais faire un essai où je vais mettre 400. Voilà, en passant parler pour dire que ne m'enregistre pas sur l'original. Enregistrer. Et là je viens de lancer la machine. Donc là actuellement vous voyez, il se lance. Hein, l'ordinateur commence à s'affoler. Là, si on vient voir le processeur, on se rend compte qu'il vient de lancer le démarrage. On est monté à plus de 90%. Alors, c'est le défaut des Intel 12e, 13e et 14e génération, c'est qu'ils sont un peu instables. C'est que ils ont tendance à faire des montées de pic comme ça. Ils frôlent les 90-100%, puis après ils redescendent, ils se régulent, ils se mettent à la vitesse croisière de travail normale. Donc en moyenne entre 34, 35, 40%. Puis de temps en temps, ils vont remettre une petite piqûre de rappel, ils vont remonter à 100%. Maintenir peut-être pendant quelques instants, puis après redescendre. Alors, on ne sait pas pourquoi, parce que franchement, il pourrait rester à cette vitesse-là et calculer continuellement, mais il a tendance à monter. Alors à ce moment-là, c'est là que ça peut être critique, parce que quand il monte à 90% et que vous avez vraiment besoin de cette formule de calcul, hein, parce que peut-être il y en a besoin, et que vous avez plusieurs logiciels ouverts, comme le stream, comme Discord, comme le jeu que vous streamez, et que déjà ça prend peut-être l'équivalent de 30% de votre RAM et 30% de votre processeur, et que là il fait une pointe à 90, 90 et 30, ça fait 120. Il manque 20% au processeur. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas planter, il va donc réguler, il va toujours diviser pour mieux régner. Il va peut-être faire ralentir votre stream, ralentir Shotcut, certainement. Généralement, c'est le logiciel le plus puissant qui est bridé. Il va être bridé au détriment des autres. Et ça peut lui être fatal. Parce que si le logiciel a besoin de ces 60% de fonctionnalité de processeur et qui tourne à 30% par exemple, il va s'arrêter. Il risque de planter, s'arrêter. Alors ça m'est arrivé moi sur Shotcut, tout simplement pourquoi parce que alors Windows est un peu capricieux sur Windows 8, 9, 10 et 11 et 12. Il y avait des moments des erreurs. Et d'ailleurs, par preuve de ce que je vous dis, ils vous le disent ici. Pourquoi plante-t-il sous Windows au lancement On ne sait pas pourquoi, mais sur Windows 1, il a été signalé qu'il fallait modifier en suivant l'onglet compatibilité, Shotcut et 1. Et voilà, il fallait démarrer en mode administrateur. Donc déjà, Windows peut être la source du problème de votre logiciel. Et donc, il peut s'emballer et couper les logiciels. Donc là, bon, moi, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment la formule de calcul. Hein, quand il monte à cette hauteur-là, il a été vraiment pendant quelques millisecondes à 100%. Quand vous jouez à un jeu comme Rust et que vous avez une action importante et qu'il doit calculer à la fois les graphismes de votre jeu vidéo, ça peut être fatal, quoi. Alors, pas fatal en soi à l'ordinateur. L'ordinateur, lui, il va pas bloquer normalement les autres logiciels. Mais quand vous allez venir voir votre vidéo, votre montage vidéo, il va dire erreur système, votre vidéo n'est pas terminée. Ou si c'est terminé, quand vous allez lancer la vidéo, elle va être inexploitable. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc j'ai compris que je ne pouvais pas me servir de l'ordinateur en faisant des jeux, des let's play, des choses comme ça, le temps qu'il compile. Parce que j'ai déjà vu que ça a planté, tout simplement. Et quand on compile une vidéo, et là il vous dit il y a encore 20 minutes de compilation de vidéo, c'est-à-dire pendant 20 minutes, je ne peux pas me servir de mon PC. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, tu ne te sers pas de ton PC, mais tu es en train d'enregistrer en compilant. Il faut savoir, c'est que moi, je passe par la carte graphique pour faire les enregistrements. Donc j'ai une Nvidia,
je fais mon enregistrement via le codec de la carte graphique et en aucun cas, ce codec utilise le processeur. Pourquoi je vous dis il ne l'utilise pas? Parce que là, ici, vous ne voyez pas écrit NVIDIA. C'est pas écrit NVIDIA capture, il n'y a rien. Alors, il est quand même en arrière-plan, hein, le NVIDIA. Il est ici, plus bas. Voilà, le NVIDIA, il est là. Et vous allez voir ici un moment où ça va osciller à 0,1, 0,2, 0,3. Ça va osciller au niveau de l'arrière-tâche. Donc, c'est cette petite arrière-tâche de capture d'écran. Mais pourtant, quand on regarde la performance, on voit bien qu'ici, il travaille. On voit bien que la carte graphique, elle est en train de travailler, vous voyez, en 3D et en exode, en vidéo. Donc c'est plus la vidéo qui est utilisée, parce qu'on fait une compilation de vidéos. Pour la 3D, il y a beaucoup moins. Et donc pourquoi est-ce que ça travaille? C'est pour la vidéo, parce qu'on est en train de faire une compilation vidéo. Donc même si le processeur, les deux travaillent vraiment à temps plein, là à la fois vous avez le processeur qui travaille, et vous voyez, il y a un monte à 80%, et la carte graphique. Donc on arrive à un moment où si vous prenez un processeur faible, une grosse carte graphique, la carte graphique elle va pas suivre le processeur, enfin disons elle va larguer le processeur et donc elle va se bottleneck. Ça veut dire qu'elle va attendre après le processeur en disant qu'est-ce que je fais chef, envoie-moi tes dessins que je les dessine. Et quand vous avez un processeur qui est derrière et qui vous dit dessine-moi un bonhomme qui saute, elle n'a pas le temps de finir sa phrase que vous en avez déjà dessiné 50. Donc ça veut dire que la carte graphique a déjà affiché 50 fois le même dessin avant même qu'il ait fini sa phrase, le processeur. Par contre, quand vous prenez un très gros processeur et que là vous avez une plus petite carte graphique, et on pourrait dire là vous avez un bottleneck carte graphique. Le bottleneck carte graphique, et ça vous allez vite comprendre, vous avez déjà eu des décrochages d'écran. Vous avez déjà eu ce genre de jeu où vous avez un personnage, il court, donc vous êtes en train de courir, puis d'un coup vous voyez le personnage il se fige et arrêté dans les airs, vous dites qu'est-ce qui se passe, vous appuyez sur le bouton, il n'y a rien qui analyse, il n'y a rien qui réagit, puis d'un coup vous voyez le personnage courir comme Flash Gordon, il fait 10 pas et bam il tombe dans le trou, ou il tape dans le mur, et puis il dit mais non mais pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Et donc on arrive sur un bottleneck processeur. Ça veut dire que votre processeur il n'a pas suivi la carte graphique, et donc la carte graphique, elle savait plus où elle en était, donc elle est obligée d'arrêter d'afficher des choses à l'écran. Donc pendant 1 ou 2 ou 3 millisecondes ou une seconde, elle est obligée d'arrêter. Et donc vous avez eu ce manque d'image. Et le temps que le processeur il se remet d'accord, disant attends, alors, on en était où? On est arrivé là, bon allez vas-y, balance-moi ça. C'est trop tard, vous êtes dans le trou, vous êtes en train de mourir, je sais pas quel jeu vous jouez. Et donc vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que votre personnage il est parti dans le décor. Eh bien c'est parce que vous aviez eu un bottleneck au niveau du processeur. Alors dites-vous bien que tout PC est déjà en bottleneck. Là mon PC il est en bottleneck CPU, GPU. Ça veut dire que la carte graphique est beaucoup plus puissante que le processeur. Ça veut dire que la carte graphique, elle attend après le processeur. Ça veut dire que le processeur, quand il est en train de dire tu vas m'afficher le jeu, tu vas me dessiner tel village dans Fallout 4, les monstres ils sont là, le personnage il est là, il prend son fusil, il est en train de tirer. Elle a déjà tué l'ennemi est déjà en train de tomber, la carte graphique elle est déjà en train d'attendre que va faire le personnage en réalité, pour vous donner. Donc on a un bottleneck sur la carte graphique, et c'est normal, c'est le but, il faut que la carte graphique va plus vite que le processeur. Mais quand c'est l'inverse, vous avez le processeur qui va moins vite que la carte graphique, la carte graphique, le processeur va afficher ce qu'il doit afficher, mais quand vous avez le processeur qui est plus rapide que la carte graphique, là il y a un problème, c'est que l'affichage ne suit pas. Et là, vous avez cette histoire de bonhomme qui tombe dans le mur parce que si le processeur va plus vite que la carte graphique, le jeu ne va pas fonctionner. Vous allez avoir du décrochage d'écran. Mais si c'est l'inverse, que c'est donc la carte graphique qui va plus vite que le processeur, c'est donc la carte graphique qui attend le processeur, et là tout fonctionne bien. Parce que votre jeu va tourner à la vitesse du processeur, c'est le processeur qui mène la danse. Si le processeur, lui, il va à sa vitesse de croisière, et sa vitesse de croisière lui permet d'avoir les images en temps réel pour lui, vaut mieux avoir une carte graphique qui est à 50% au repos que avoir un processeur qui galope. Et on le voit par le gestionnaire des tâches. Là, actuellement, ma carte graphique, elle tourne à 40-50% de son efficacité, donc on n'est pas à 100%. Et le processeur, lui, est à 34-35% pour le moment. Des moments, il se fait des pics à 100%, mais quand il fait des pics à 100%, la carte graphique, elle reste à 50-60%. Donc on peut dire que le combo, il est bon entre ma carte graphique et mon processeur. Donc j'aurai pas de problème de jeu normalement avec ma carte graphique, mon processeur. Alors, moi j'utilise, comme je disais, NVIDIA Capture. Donc on appuie sur ATLG et vous voyez, je suis en NVIDIA Capture.
Tout simplement parce que je ne passe pas par le processeur pour faire ma capture d'écran. Et on le voit donc ici, où il dit pas, bah là il y a capture Nvidia. Vous voyez, si j'avais pris un logiciel comme OBS Studio, j'aurais donc ici OBS Studio qui tournerait en arrière-plan, qui me prendrait peut-être 8, 10, 12, 15%, je ne sais pas, j'utilise pas OBS Studio, donc je ne vais pas vous inventer de conneries. Mais en tout cas, il doit bien utiliser quand même au moins 5 à 10% de la RAM et 5 à 10% du processeur. Et donc j'aurais déjà une perte d'efficacité déjà au niveau du montage vidéo, par exemple. Là, je passe par la carte graphique, donc directement c'est la carte graphique qui enregistre. Et donc là, il est hors concours, la carte graphique, ce qu'elle fait en tâche d'enregistrement n'interfère pas avec le processeur. Donc à partir de là, la carte graphique fait ma capture d'écran et sauvegarde directement dans mon disque dur. Et là, mon disque dur, c'est le HDD. Il est donc ici. Et vous voyez, bon, bah, il tourne à 6%. Il n'y a rien de compliqué. Il faut savoir une chose, c'est que cette partie-là, même si au moment du montage, c'est sauvegardé dans mon disque dur, au moment où ça compile, tout ça a été téléchargé dans la RAM. C'est dans la tête du processeur actuellement. Donc il ne vient pas relire ce logiciel, enfin cette séquence de données, il ne vient pas la relire dans mon disque dur. Sinon mon disque dur ici tournerait à 30-40% parce que le processeur le sollicite. Non, toutes ces informations sont parties dans la RAM, le processeur les a en tête, il est en train de tout compiler. Donc le disque dur il tourne au ralenti. Là, si le disque dur il tourne à 2-3-5%, c'est par la cause de Nvidia. C'est donc la capture d'écran qui grave au fur et à mesure la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Alors pour vous montrer vite fait comment on fait pour avoir la résolution Nvidia, quand vous l'avez ici, vous tapez, vous cliquez là en bas à droite et vous allez sur le panneau de configuration. Voilà, il est là. Et donc vous voyez, je suis en 165 MHz, donc c'est une DAL IPS que j'ai, et donc je suis en 2500 par 1440. Donc je suis au-delà du 1080p. Et donc, bon ben voilà, hein, ça fonctionne pour les captures d'écran, ça vous donne des bons let's play. Je vous invite à aller les voir, comme ça vous permettrait de voir la différence. Donc là, on voit toujours notre processeur que de temps en temps il s'emballe, de temps en temps il remonte. Vous voyez, il monte, il descend, il monte, il descend. Alors, on n'arrive pas à... Ils font toujours ça sur 60 secondes, hein, vous voyez. On peut pas dire il y a 3 minutes il est monté, on n'arrive pas à bouger le planning, on peut pas modifier le timer. Donc on peut voir que sur les 60 dernières secondes, mais on voit sur les 60 dernières secondes où est-ce qu'on en est, quoi. Voilà. Alors, je vais bien sûr arrêter la compilation. Voilà, donc là, j'arrête la tâche. Donc là, il va me dire, bah, il y a une erreur sur la tâche, hein, elle a été arrêtée. Et là, d'un seul coup, bah, le processeur, on lui arrête le travail. Il va donc finir son petit résidu de calcul qu'il fait. Il est en train de prendre la température dès qu'est-ce qui se passe. J'étais en train de faire mes calculs, d'un seul coup, on a donné l'ordre d'arrêter. Et puis, il va donc ralentir sa tâche. Et il va se remettre en position attente. Voilà, donc il revient à sa position. Je suis à 4-5%. Tout s'est arrêté. L'internet aussi. La RAM, là, le carte graphique s'est arrêté. La RAM, elle avait légèrement monté. Elle s'est restabilisée un petit peu. Voilà. Le SSD 2, bah, lui, reprend le travail. Alors, c'est le Windows qui est dessus. Voilà, donc là il y a un train de tout remettre à jour les paramètres en disant bon bah le processeur il s'est arrêté, je l'avais lancé là, maintenant qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est arrêté, je sais pas ce qu'il est en train de se dire. Mais bon lui il est en train de reprendre, il essaye d'être attentif à savoir qu'est-ce qu'on va lui donner comme consigne. Pour l'instant je lui ai pas donné de consigne vu que j'ai arrêté tous les logiciels. Et donc voilà. Donc si on regardait bien Showcut, il consommait à peu près ici au niveau de la RAM en moyenne 10 Go, hein, il n'arrive pas à dépasser. Donc si j'aurais fait un montage vidéo, 32 Go de RAM, ça change pas, ça aurait été bon. Et quand on voit le processeur, comment il se débrouille bien, et sachant que le i5 est l'équivalent du i7, bah là actuellement j'aurais pu prendre un i5 14500K, l'utiliser pour Blender, ils nous l'ont dit, je peux l'utiliser pour faire mon montage Showcut, je peux lancer un jeu vidéo, lancer un stream sur OBS, parce que même si OBS
Ça consomme pas tant que Shotcut, hein, ça doit être à 20-30% aussi. Le jeu va consommer à peu près 10, 15, 20% de votre processeur. Et Discord et Windows, ça consomme 2-3%. Donc, c'est une page. Discord, c'est une page d'internet, quoi. Donc, il n'y a rien de. Ça consomme pas énormément. Donc, votre i5 permettrait à la fois de stream, et à la fois de jouer, et à la fois de faire des captures d'écran. Mais si vous avez une carte graphique en plus Nvidia et vous passez par le codec Nvidia, bah, vous économisez sur l'OBS Studio. Donc, à la question où je vais choisir un i5 pour jouer aux jeux vidéo et streamer, la réponse elle est oui, en 14e génération, c'est faisable. Une 3060 Ti fera largement l'affaire. Je peux jouer en 1400p, même si certains disent non, c'est plutôt 1040p, enfin 1080p, la 3060 Ti, elle peut monter quand même à la 1440p, il n'y a pas de souci. Certains essayent d'avoir les fameux FPS. Donc les gens qui veulent savoir combien de FPS ils affichent à l'écran. Et donc il faut regarder ici. Alors je crois que c'est dans les performances. Voilà, on veut savoir combien de FPS on affiche à l'écran. Alors, je veux bien vous dire, pas dire des bêtises, mais vous voyez la fréquence graphique du processeur, 600 MHz, 48. Ouais, on a la tension, on a l'utilisation. Bien. Alors, je vais lancer Resident Evil 5, par exemple. Alors, je vais vous faire un test de benchmark et vous montrer un peu les pièges qu'on peut trouver sur Internet avec ce matériel. Donc, on sait très bien que j'ai une 3070 Ti, j'ai un i7, et donc là, je suis sur le site Resident Evil 5, il y a le benchmark. Alors, je vais vous montrer la différence tout de suite. Là, vous voyez dans la configuration, voici les éléments de base du jeu. Donc, la résolution du jeu, elle tourne là-dessus. Ça sert à l'augmenter, sinon vous ne serez pas en pleine fenêtre, en plein écran. On est sur un taux de rafraîchissement de 60 MHz et tout est en non, 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 non. Il y a juste cette partie-là qui est au, full écran partagé. Alors, je reviens dessus que techniquement, pour un gamer, ce ne sont pas les situations, enfin les conditions idéales. On veut du 165 MHz et on veut un maximum de couleurs. Donc là, si je lui demande un test de benchmark variable, ah là, les FPS, ils s'envolent. Bah oui, effectivement, 60 images par seconde. Donc là, vous voyez, on vous dit, bah là, vous avez un i7 12700F, RTX 3070 Ti, bon, DirectX 9, ouais, ok, et on vous dit pas si on est en 60 images par seconde. Là, effectivement, j'ai 500, 600 FPS, on va dire super, ton ordinateur tourne très bien. Vous voyez? Bon, le test benchmark, vous voyez, il dure. En haut, il y a le pourcentage, on est à peine à 7, 8, 10%. Bon, j'ai pas besoin d'aller loin, vous avez compris. Vous voyez, là, même maintenant, sur une image, je vais mettre 1000 FPS. Donc, c'est totalement, on va dire, absurde. Parce qu'on va dire, bah oui, mais t'as mis les trucs lourds. On va changer. On va mettre 165. On va mettre, lui, le vertical active la synchronisation verticale et 1000 les scintillements et qui nuire aux fluidités du jeu. Oui. L'anti-leasing, configurer le niveau anti-aliasing. Bon, on va le laisser non. Bon, moteur blue, on peut pas le mettre. Détail des ombres haut, full. Écran partagé. Configure le paramètre d'affichage de l'écran partagé. Nous, on est en paramètre de défaut. Hein. On va accepter. Oui. Je reviens. Et là, ça va plus être la même histoire, normalement. On va laisser le taux variable. Et voilà. Là, on a la réalité en haut qui s'affiche. Là, on est en 165 images par seconde. On a vraiment la 2K qui s'affiche, on va dire. Hein. On a fait des réglages pour avoir une bonne optimisation vidéo. Et là, on est à 165 images par seconde. Donc, ceux qui vous vendent du rêve en disant oui, regardez, moi, ma 3070 Ti, elle fait 500 FPS seconde, enfin 500 FPS sur le jeu. Il faut surtout regarder la résolution. Et là, dans le test benchmark que je pourrais vous afficher, on vous dit pas la résolution. Donc, faut faire attention à ce qu'on vous dit aussi, en vous disant, telle carte graphique, elle fait 350 FPS. La résolution est importante. Bon, on a compris, pas besoin d'aller plus loin.
Donc en général, 165 images par seconde, c'est ce que la RTX 3070 Ti le fait. Alors après, tout dépend des jeux, hein. Il y a des jeux qui vont vous permettre de les afficher. Alors, on fait vite fait un petit bilan de qu'est-ce que je prends comme processeur en 2024 pour moi. Faire du streaming, jouer, i5, 14000, ça fait largement l'affaire. Si maintenant vous êtes un professionnel de oui, mais je vais faire des photos, je vais utiliser des logiciels lourds comme Blender, comme Unity, je vais me lancer vraiment dans un travail dit dans l'informatique, effectivement, partez sur un i7 en 14000, certainement pour avoir une bonne puissance, et il faut partir sur une 3070 Ti ou supérieure. La 4060 Ti maintenant fait largement l'affaire, elle est supérieure à la 3070 Ti, ou si le budget vous permet, prenez plus puissant. Mais AMD fait aussi de très bonnes cartes, hein. Alors je connais pas trop AMD parce que j'en ai jamais acheté, je suis toujours resté chez Nvidia. Et ce qui m'a intéressé de rester chez Nvidia, c'était justement la fameuse partie de capture d'écran qui m'a permis encore d'économiser de la puissance de calcul sur mon processeur pour les captures d'écran. Je sais qu'AMD, ils l'ont aussi normalement où ça va se faire. Peut-être dans un futur, je vais me renseigner. Peut-être je passerai la prochaine carte vidéo promis sur AMD, hein, pour tenter et voir si ça fonctionne bien. Mais normalement, il n'y aurait pas de raison que ça ne fonctionne pas, hein. Les constructeurs ne sortent pas normalement de produits pour que ça ne fonctionne pas. Généralement, ils arrivent à optimiser quand même leurs produits avec le temps. On le voit avec Intel, qu'Intel a actuellement mis aussi leur carte graphique en service, la fameuse gamme Arc. Bon, pour l'instant, on est un peu controversé, des toutes nouvelles, il faut faire des mises à jour, de carte graphique. Ils évoluent. Depuis 1 an et demi qu'ils sont dessus, ils ont quand même vachement évolué. Mais bon, effectivement, ils ont encore du travail à faire, encore 1 an ou 2, et ça devrait être largement stable. Pour le moment, ceux qui cherchent vraiment des FPS et des valeurs sûres restent toujours chez AMD ou chez Nvidia. Mais dans le futur, quand on aura Intel qui sera vraiment au top, bon, bah, on comparera les prix, hein, comme tout le monde. Moi, personnellement, pour un usage semi-professionnel, capture d'écran, photo ou vidéo, ou premier logiciel assez costaud pour faire un peu du jeu vidéo, bah, vous voyez, le i7 12000 ou 13000 ou le i5 14000 fera largement l'affaire pour faire ce que moi actuellement je fais. Donc après, c'est à vous de voir. Si vous dites non, moi je fais que du gaming, bah, même en prenant un i5 14400, 14500, comme je vous disais, un i5 14500F, c'est largement suffisant pour jouer au gaming et tout, et faire des captures d'écran. N'oubliez pas que les FPS, c'est toujours la carte graphique qui les affiche et pas le processeur. Le processeur, lui, envoie les informations à la carte graphique. La carte graphique attend le processeur pour afficher et pas l'inverse. C'est pas le processeur qui doit attendre la carte graphique, sinon bah, vous avez cette image qui se décroche et ça, c'est moins top. Quand vous avez votre personnage qui court et qui s'arrête, puis après il se met à courir dans le vide, ça c'est un. Il y a une latence qui est pas bonne dans le mauvais sens. Il faut que ce soit plutôt la carte graphique qui attend le processeur que l'inverse. Mais généralement, les cartes graphiques sont bien plus supérieures en calcul de puissance par rapport au processeur, ce qui permet pour nous un jeu vidéo fluide. Voilà, bah écoutez, c'était Jol. N'hésitez pas à mettre un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des suggestions, hein, ou des idées, si vous avez actuellement un processeur en disant, bah voilà, j'ai un i3 14100 et je m'en sers pour le gaming et j'ai 100 FPS par exemple dans Resident Evil, pourquoi pas. Mais en disant ce que vous avez comme carte graphique, ce que vous avez comme réglage, ça permet d'aider les personnes à savoir à peu près ce qu'on a. Le but c'est vraiment de dire réellement ce qu'on a pour qu'on puisse réellement avoir la bonne info et pas inventer. J'aurais pu laisser, comme je disais, Resident Evil à 560 FPS et dire bah moi j'ai 560 FPS, mais il y a la résolution, hein. Si je suis à 60 MHz, effectivement, c'est pas la même chose que si je suis à 165. Donc, on a bien vu que donc ça avait une incidence. Allez, c'était Joel. À la prochaine vidéo. Bye.